Og da vi i gang med en ny episode av Fransk-norsk Kaffepodden, og i dag har jeg gleden av å ønske Laurent Kornic velkommen. Bonjour, Laurent. Bonjour, Gilles. Laurent er statsautorisert translator, sier man det på norsk? Translatør fra norsk til fransk, og har lang erfaring med å hjelpe både privatpersoner og bedrifter med oversettelser. Han er også sertifisert livscoach, jobber også som turguide i arkitektur, tror jeg. Og ja, er veldig glad i å veilede mennesker i deres personlige og profesjonelle utvikling. Så Laurent har også bakgrunn som brobygger mellom det norske og franske språk og kulturene, så vi har mye spennende å dele i dag sammen med ham. Donc, Laurent, jeg starter med en enkel spørsmål som er ganske naturlig hvis man snakker om franskmenn som bor i Norge. Hva fikk deg til å flytte til Norge, og hvordan opplevde du overgangen fra Frankrike, både språklig og kulturell? Ok, min første kontakt med Norge ordentlig kontakt med Norge var at jeg hadde en kjæreste fra Bergen i 1990. Okay. Så da reiste jeg til Norge som turist og ble veldig begeistret, og så hadde jeg glemt Norge da jeg traff min ekskone i 1995. Okay. Og da bestemte vi oss for å flytte til Norge, fordi jeg hadde veldig lyst til å oppleve noe nytt, noe annet enn Frankrike, og så var jeg som sagt veldig begeistret over Norge som turist. Så var det 2 franskmenn som flyttet til Norge? Hun var fransk? Nei, hun var norsk. Ja, hun var norsk. Og trivdes veldig godt i Frankrike, så det er litt uvanlig, fordi vanligvis er det den norske parten som har lyst til å flytte tilbake. Jeg kan bekrefte det. Men denne gangen var det jeg, og hun var ikke så begeistret, fordi hun trivdes veldig godt i Grenoble i Frankrike. Ja. Veldig fin by også, det er forståelig. Så dere flyttet til Oslo? Ja. Ok. Og hvordan var Oslo da? Det var veldig tungt for meg. Ja. Veldig vanskelig å tilpasse seg. Og det er det som er litt interessant med min historie. Nettopp. Det er at jeg kanskje ikke var moden nok til å takle overgangen. Ja. Og var litt jeg hadde det litt lett for å dømme, for å ja. Ok, så jeg forstår det. Og så etter hvert begynte jeg å like Norge veldig godt, og det er hva jeg vil kalle for kjærlighet, fordi det kom etter hvert, og det er for veldig gode grunner. Okay. Jeg er veldig bevisst på hva jeg elsker i Norge, og på hvorfor Norge er blitt mitt land. Ja, det er fint sagt. Så før episoden vi snakket litt sammen, og du sa til meg at du var faktisk mer glad i Bergen, for eksempel, eller Trondheim, enn Oslo. Kan du forklare litt hvorfor? Fordi du bor jo i Oslo. Nei, jeg mener at det er byer der det er mye kultur. For eksempel i Bergen er det veldig mye som skjer. Og for 25 år siden, da jeg flyttet til Norge, til Oslo, var det ikke så mye som skjedde. Og det har blitt mye, mye bedre. Oslo er blitt en skikkelig hovedstad. Ja. Og med mye arkitektur og mye kultur. Så ting har forandret seg. Ok. Og hvordan lærte du deg norsk? Jeg gikk til Rosenhoff, som på den tiden var undervisning gratis for utlendinger. Og jeg lærte veldig fort, og tok bergenstest etter 8 måneder i Norge. Fordi det var mitt mål nummer 1.
Ja, ok, så du var veldig fokusert i å lære deg språket. Jeg trodde at det var inngangen til norsk kultur, men så var det ikke helt det, fordi det hjalp selvfølgelig. Men det tok meg tid, for å være ærlig, for å forstå den norske kulturen og verdiene og alt. Ja, ikke sant. Så hvordan opplever du nå forskjellene mellom det norske og det franske, for eksempel arbeidsmarked når det gjelder språk, kommunikasjon, kultur? Du reiser fortsatt ofte til Frankrike, frem og tilbake, så du kan kanskje sammenligne litt? Ja, og jeg jobber med Frankrike også. Og det som jeg merker, det er at det er mye mer harmoni i Norge. At for eksempel den arbeidslivet er mye mer en vinn-vinn-situasjon, basert på vinn-vinn-situasjoner. Noe som gjør at folk stort sett trives i arbeid, selv når de jobber på litt vanskeligere jobber, som for eksempel på Rema. Og det merker man fordi folk har gode intensjoner, de prøver å løse situasjoner, mens i Frankrike er det veldig mange konflikter, veldig ofte. Og det er ofte vanskelig å finne vinn-vinn-situasjoner. Ja, litt mer konfliktuelt kanskje i samfunnet på en måte. Så det er vanskelig å vite hva jeg kan si din hovedjobb, fordi du gjør så mange ulike ting. Så hvis vi snakker om translator og være oversetter, hva er de største utfordringene med å oversette fra norsk til fransk, særlig når det gjelder kulturelle nyanser, fordi språk er jo kulturelt, det er ikke bare... Ja, det er veldig, veldig godt observert, fordi for å kunne gjøre en god oversettelse må man forstå kultur. Og det finnes for eksempel mange ord på norsk som ikke finnes på fransk, og omvendt. Og da må man forklare, og da må man forstå konteksten. Jeg husker at jeg ble veldig sjokkert i begynnelsen på måten folk hadde til å snakke til meg. For eksempel når de sier «Hei du!» veldig direkte. Og jeg tenkte på den tiden, jeg hadde ikke snakket til min hund på den måten. Men det var feil, fordi det er kulturelt, og det er ikke noe galt med det. Det er bare en måte å snakke. Og det er akkurat som høflighet. Det er veldig, veldig subjektivt. Nordmenn sier hele tiden til meg at franskmenn, de er så høflige. Ja, det hører vi også. De er formelle høflige, og det stemmer. Det er en form for høflighet. Men for eksempel det å stoppe på fotgjengerfelt når du kjører, er en annen form høflighet. Absolutt. Det å ikke blande seg i andres spørsmål er også en form for høflighet. Det er det. Ja, det er bra sagt. Og du jobber i tillegg som livscoach, i tillegg til å være oversetter. Hva var det som gjorde at du ønsket å jobbe med coaching? Og hvordan skiller det seg fra oversetterrollen som du har? Det er et godt spørsmål. Jeg har begynt med coachutdannelse i 2018, fordi jeg følte at oversettelse, det er veldig gøy. Jeg liker å oversette, men du er i en sånn komfortzone. Du jobber alene, så du får ikke lære noe av andre mennesker. På samme måte, du er ikke utfordret når du har jobbet i 10 år som jeg hadde på den tiden, som profesjonell oversetter. Så da, også som fotballtrener i 10 år, hadde jeg lagt merke til at jeg hadde en veldig coachende stil
det vil si at jeg er ikke den som sier du må gjøre det og det og det og det, men ellers den som prøver å inspirere andre, og som som får andre til å bli motivert. Ja, ikke sant. Så derfor har jeg tatt en lang coaching-utdannelse som er veldig, veldig seriøs, som heter Ericsson. Det er en internasjonal skole fra Canada i starten. Og så jeg jobber ganske jevnt med folk som kommer og som spør, som sier at ok, jeg er låst i en situasjon. Kan vi snakke om det? Om den situasjonen. Prøve å finne hva som kan gjøres. Og det er veldig spennende, fordi coaching er ikke veiledning. Du sier ikke til folk du må gjøre det og det og det. Ikke sant. Men det er sterke verktøy som hjelper andre mennesker til å finne selv hva de ønsker, og kanskje hvor problemet kommer fra. Fordi veldig ofte kommer man med et problem, og det er egentlig ikke det som er problemet. Det er mål bak målet. Ja, absolutt. Og dette gjør du på fransk? Engelsk? Eller? Jeg kan gjøre det på alle språk. Så det skjer at jeg bruker norsk. For eksempel er jeg en del ungdommer som driver med idrett, og som veldig ofte har prestasjonsangst. Eller slike problemer, og det er veldig spennende å jobbe med dem, fordi det er ikke så vanskelig å takle. Det er bare å reflektere rundt dette veldig ofte, og så å se hva slags mekanisme får dem til å bli låst. Ja, ikke sant. Og ungdommene, de har fortsatt ikke så mye bagasje, fordi de er i full utvikling. Ja, absolutt. Så det er veldig spennende. Så det er ofte norsk, men på en naturlig måte har jeg mange franske kunder, og så snakker de med hverandre. Ja, det er beste reklame, det. Og vi finner deg på nett, sikkert. Ja. Laurent Kornic. Ja, coaching. Oslo coaching. Ja, ok. Så jeg foreslår at vi fortsetter på fransk. Vil du si noe mer på norsk? Ja, du snakket om forbindelse mellom coaching og oversettelse. Det er en stor fordel å være oversetter når du er coach, fordi du er veldig bevisst på ord. Ja. Og veldig bevisst på betydning bak ord. På hva du skal si eller ikke si. Og så, sånn sett, hjelper det med kommunikasjon, og det er det samme med det å være idrettstrener. Du er veldig bevisst på ordene som du bruker, og hva som er rett, eller ikke rett til å si. Det som vi sa med språk er en kulturell bakgrunn, og du må alltid tenke på kultur. Det samme gjelder folk. Du må alltid tenke på meninger og hva som er bak ordet. Så jeg kan godt forstå at det er en fin tilkobling mellom coaching og å være oversetter. Skal vi fortsette på fransk? Gjerne. C'est parti. Alors Laurent, donc merci déjà pour cette partie en norvégien. Je crois qu'on s'est plutôt bien débrouillé. C'est toujours une bonne chose. Alors, c'est quand même, je sais pas si j'ai le droit, tu vas me le dire, mais je voudrais prendre 2 minutes pour parler de ta famille. Parce que, donc, on a parlé un peu de ta vie en norvégien, on va le refaire un peu en français. Mais toi-même, tu es à la fois donc traducteur assermenté, coach de vie. En français, c'est quoi la traduction exacte? Coach, oui, ça peut être coach de vie, dans la mesure où je travaille avec des gens qui ont des
problèmes de la vie quotidienne. C'est ça, oui. Et guide aussi, où tu fais du guidage, notamment dans l'architecture à Oslo et sa région. Ça fait beaucoup de choses. Tu es aussi impliqué, tu l'as dit, dans le sport. Et tu as 2 enfants, je crois. Oui. L'un est footballeur professionnel, j'ai le droit de le dire, et l'autre est, en tout cas publiquement, dans sa carrière publique, rappeur et il est musicien dans le milieu du rap, du hip-hop et à quelques singles qui ont quand même eu du succès. Alors je sais pas c'est quoi le secret de ta famille là, parce que c'est quand même pas typique, tu es d'accord avec moi? Non, le secret c'est que déjà j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants, donc j'ai pu les accompagner d'une certaine manière et puis je viens d'une famille où en fait j'étais extrêmement critiqué, donc moi j'ai fait le contraire. Ouais, d'accord. Je les ai toujours valorisés et j'ai jamais dit par exemple que les choses étaient impossibles. D'accord. On n'aurait jamais imaginé qu'ils feraient des choses qui sortent un peu de l'ordinaire comme ça. Oui. Mais comme on leur a jamais dit que c'était pas possible, on les a toujours encouragés. Un jour on s'est réveillé, Léo jouait pour la Norvège et était professionnel. Ouais, c'est... Et, bien sûr, parce qu'en fait, les limites, on se les crée à soi-même. Et moi, je pense honnêtement, il n'a pas atteint son potentiel encore. Je vois qu'en ce moment, il a une bonne période de développement et je pense qu'il va faire beaucoup plus fort. Ok, donc c'est aussi une philosophie de vie, quoi. C'est de voir les choses de manière optimiste, valoriser. Oui, le coaching, c'est aussi ça, parce que quand on fait du coaching, on s'aperçoit de la beauté des gens. C'est fou, les ressources qu'on a. C'est beau ce que tu dis. Non, mais sérieusement, c'est pas de l'idéalisme ou de l'utopie. Moi, je suis à chaque fois émerveillé par les gens que j'ai en face de moi, qui sont qui sont dans une problématique, mais qui ont des ressources gigantesques. On a des ressources gigantesques et on en utilise 5%. Bon, écoute, ça donne, j'ai envie de dire, du courage et de la bonne humeur. Ça fait plaisir à entendre. C'est ça, oui, ça donne de l'énergie. Parce que quand on se souvient de ça, par exemple, il y a quelque chose que je conseille souvent à certaines personnes qui ont des problèmes de confiance en elles, c'est de noter tous les jours, quand ça arrive, des choses positives que les gens disent sur toi. Ah oui. Et c'est fou. On n'y pense pas. On n'y pense pas du tout. On oublie tout de suite. Ouais. Et moi, j'ai commencé à le faire il y a 2 ou 3 ans. Des fois, si je doute un peu de moi, j'ouvre ça. Je me dis, ah ouais, tiens, ah oui, oui, finalement. Voilà, une belle méthode révélée au micro. Effectivement, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Et il y a quelqu'un qui dit que les mauvaises choses, c'est comme tu sais, le velcro sur les chaussures, ça s'accroche. Ça s'accroche, ouais. Et par contre, les bonnes choses, par exemple, les bonnes choses qu'on te dit ou les bonnes choses que tu fais dans ta vie, c'est comme le téflon, ça glisse. Et je trouve que c'est très vrai. Ouais, c'est vrai. On peut paraphraser Chirac qui disait que les emmerdes volent en escadrille. Alors, avec la vie qu'on mène et l'actualité qui est angoissante, en tout cas médiatiquement, et l'accélération aussi des rythmes des carrières, on vit en 2024. Il y a beaucoup de pression. Est-ce que tu ressens un besoin croissant des gens pour le conseil, pour le coaching? Est-ce qu'il y a une corrélation ici, un lien de cause à effet ou pas? Oui. Par contre, c'est toujours, il y a un certain seuil, c'est-à-dire que tous les gens avec qui j'en parle sont très intéressés, mais n'osent pas le faire. Ouais. C'est un peu comme la démarche d'aller voir un psy. Ouais. Souvent, on attend, et puis on attend vraiment de rencontrer le mur pour y aller. Par contre, je vois ce besoin beaucoup chez les jeunes, parce que les jeunes sont bombardés, par exemple, d'images de jeunes parfaits avec une musculature parfaite, et ils sont assez angoissés par ce genre de choses, et c'est vraiment très dommage, parce que ils sont formidables, et bien sûr, ils savent plein de trucs, et ils n'ont pas besoin de se prendre la tête pour ça, quoi. Ouais. C'est encore une fois bien dit. On sent quand même que t'es coach.
De t'avoir dans la salle, ça rend de bonne humeur. Je sais pas comment expliquer. Les gens sont pas là pour le vivre, mais je vous le dis, c'est validé par moi. Merci. C'est un plaisir d'être avec toi aussi. Bah écoute, c'est gentil. Pour ce qui est de l'architecture, alors avant l'épisode, on discutait ensemble parce que tu es aussi guide, tu emmènes des groupes ou des individus sur les traces comme ça de trésors architecturaux à Oslo et sa région. Est-ce que tu peux nous en dire un peu comment tu es arrivé là-dedans et qu'est-ce qui fait que c'est devenu... Tu m'as parlé avec passion là de 2-3 bâtiments d'Oslo avant l'épisode. J'avais l'impression d'avoir en face de moi un spécialiste de la question depuis 50 ans. Ben, je suis devenu en fait un peu spécialiste. En fait, ça correspond un peu à tout ce qu'on a dit avant. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui sont architectes qui m'ont demandé pendant des années de guider des groupes. Et au début, je leur disais, la réaction typique, je leur disais, mais moi, je suis pas architecte. Oui. J'aime l'architecture, mais pourquoi je suis pas compétent? Et ils me disaient, mais si, t'es compétent. Et je comprenais pas pourquoi. Et puis, il y a 3 ans, il y avait un groupe très important de Français. Ils m'ont dit, là, maintenant, tu le fais. C'est dans 3 mois, tu te prépares. T'as 3 mois pour lire beaucoup. Et effectivement, j'ai quand même beaucoup lu. Bien sûr. Tu peux pas arriver tout nu devant l'opéra sans savoir de quoi il s'agit. Non. Et effectivement, ça s'est très bien passé. Et pourquoi ça s'est très bien passé? Parce que ils avaient raison. Je suis une personne qui correspond bien aux architectes, parce que les architectes sont des gens qui s'intéressent à tout. Pour construire un bâtiment, il faut s'intéresser à tout. Absolument tout, oui. Il faut s'intéresser à l'acoustique, il faut s'intéresser aux matériaux, il faut s'intéresser à l'histoire, il faut s'intéresser à la société. Par exemple, aujourd'hui, les agences les bureaux d'architectes font des bâtiments dans le monde entier. Snøhetta, qui a fait l'opéra, a fait le siège social du Monde. Et donc, pour faire le siège social du Monde, il faut qu'ils comprennent comment les Français travaillent, bien sûr, comment ils raisonnent, ce qu'ils aiment comme architecture. Et moi, par exemple, j'aime beaucoup l'histoire, comme toi. C'est vrai. J'aime beaucoup la musique, l'acoustique. Donc, quand je rencontre des architectes, je m'éclate parce que c'est des gens qui sont touche à tout. Et finalement, ces architectes, quand ils viennent ici, ce qui les intéresse le plus, c'est d'avoir du contexte, de savoir l'histoire, pourquoi on est arrivé là à Oslo, pourquoi cette ville est aussi peu harmonieuse. Eh bien, parce que l'histoire est trop récente. Parce qu'en 1850, il y avait 11 000 habitants. C'était une petite ville. Et commencer pour un Français de vivre ici. C'est ce qui les intéresse le plus. Parce que l'architecture, ils connaissent. Bien sûr. Ils le voient. Donc, on se balade. Évidemment, je leur donne des éléments sur la construction. Par exemple, on en parlait tout à l'heure. J'invite tout le monde à aller visiter la bibliothèque Deichman de Bjørvika, qui est une merveille totale et qui est le meilleur de la Norvège en résumé. C'est bien dit. Alors, à ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas encore Oslo, vous sortez de la gare, direction l'opéra, donc direction la mer, et puis vous tombez dessus. On peut pas le rater. C'est un trésor de trouvailles. Vous pouvez prendre des cours de soudure, des cours de couture, des cours de dessin, et tout ça gratuitement. Vous pouvez même enregistrer de la musique gratuitement. Il suffit de réserver une salle. Je pense qu'il faut parler de la qualité de l'offre de Deichman en général sur Oslo. Il y a bien sûr Bjørvika, mais il y a aussi toutes les filiales en ville et qui font un travail formidable pour les quartiers. Et ça, il faut vraiment le rappeler. Et il faut dire aussi une chose, c'est que depuis qu'ils ont construit Deichman, qu'ils ont rénové 3 autres bibliothèques, il y en a 20 à Oslo, des Deichman, et bien la fréquentation est montée en flèche. En 2023, ils ont eu 8,5 millions de visites. Pour 700 000 habitants, ça fait en moyenne 12 visites par an. C'est formidable. Quand on compte qu'il y a à peu près la moitié de la population qui n'y va jamais ou peut-être plus, ça veut dire que les gens qui y vont vraiment beaucoup. Et je pense que et puis on parle de bibliothèques, quoi. C'est formidable. Et donc de bibliothèques qui sont devenues des lieux de vie.
Complètement. Alors là, tu as le résumé du concept de Dijkman-Bjørvika, c'est-à-dire c'est un endroit de rencontre. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, le plancher au rez-de-chaussée, il y a 3 entrées et il est en béton. C'est le prolongement de la rue. Oui, et c'est le concept, c'est un prolongement lieu de rencontre, un prolongement, rencontre de culture, de connaissances, d'apprentissage, de gens aussi. Parce qu'on voit des gens très différents là-bas. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent étudier. Oui. On voit beaucoup d'enfants aussi, et ça me réjouit énormément de voir des enfants se familiariser avec les bouquins. Et aussi pour les Français, je voudrais dire qu'il y a un service pour les livres d'enfants dans toutes les langues. Il y a beaucoup de livres effectivement. français. Absolument. Bon, c'est pas comparable avec vous, c'est beaucoup mieux chez vous. Pour le français, oui, mais c'est vrai qu'il y a des livres en français aussi à Dijkman et dans toutes leurs filiales, en tout cas dans beaucoup, et des livres dans d'autres langues, et c'est important de le dire, absolument. C'est une très très belle bibliothèque. Ça, il faut vraiment le dire. Alors, tu as aussi une expérience, tu l'as dit un peu en norvégien, en tant qu'entraîneur de football pour jeunes, à Oslo notamment. Est-ce que tu peux nous dire en quoi cette expérience a enrichi ton parcours personnel, professionnel, et est-ce que le tissu associatif ou sportif est encore important dans ta vie aujourd'hui? Alors, c'est une expérience majeure dans ma vie. Premièrement, parce que comme mes 2 fils jouent au foot, le fait de les entraîner au début, Léo au début de l'entraîner, c'était une manière d'avoir des contacts avec lui. Et puis comme il est rentré dans des équipes d'élite rapidement, j'ai continué avec d'autres joueurs qui n'étaient pas en élite. Et c'était très bien parce que ça détournait un peu mon attention de Léo, et en même temps ça faisait continuer mon apprentissage. Parce que quand on entraîne des jeunes, on apprend à les connaître, et donc en tant que père, ça m'a beaucoup aidé aussi de voir comment les autres réagissent, et ça m'a permis aussi de pas trop suivre Léo dans son foot, et donc de le laisser tranquillement faire ce qu'il voulait. Et puis un jour décider qu'il voulait faire une carrière, je le savais même pas, il nous l'a pas dit. Oui, c'est ça. Et puis 1 an ou 2 ans après, il nous a expliqué que il avait eu une conversation avec un entraîneur, et que ce jour-là, il s'est dit c'est ce que je vais faire. Voilà. Et pour la musique, alors ton autre fils qui est donc très actif dans le milieu musical, est-ce qu'il y a aussi un lien familial là? C'est héréditaire, t'étais musicien? Oui, j'étais batteur. D'accord. Je jouais dans un groupe. À l'époque, j'avais envie de faire carrière, mais j'ai pas été soutenu. Comme moi, je les soutiens. Ouais, c'est ça. Et donc, oui, il y a un lien. Par contre, maintenant, il est bien. Enfin, les deux sont bien plus élevés que moi. Ils connaissent beaucoup plus dans les 2 domaines, et c'est un plaisir pour moi parce que je me nourris de leur expérience et de leur. Ils me racontent ce qu'ils vivent, et c'est un rêve pour moi en fait, tout ça. Est-ce qu'ils ont un lien similaire au tien, à la France, ou le fait qu'ils aient... Oui, vraiment. Un lien fort. Léo, il a sur son compte Instagram, il a le drapeau français. D'accord, Ce qui est quand même assez gonflé quand il a joué 38 matchs pour la Norvège. Oui, d'accord. Ils ont un lien très fort. Un lien très fort, Et ils ont bien conscience de la chance que c'est, puisque pour moi, parler très bien 2 langues, c'est en fait avoir 2 intelligences totalement différentes. Et c'est le grand avantage des langues, c'est qu'on devient une autre personne. Absolument. On pense différemment, on est capable de penser différemment, notre horizon s'agrandit. C'est ça. Mon horizon au début en Norvège était restreint, donc la Norvège m'a fait grandir. Écoute, je pense que c'est bien dit, et c'est une bonne manière aussi de conclure l'épisode du jour. Donc, on en a parlé beaucoup en norvégien, mais tu es donc traducteur assermenté et coach, et je veux le dire en français aussi. Vous pouvez retrouver les informations sur Laurent sur Internet. Vous tapez Laurent Kornick, et puis vous trouverez tout ce qu'il faut, à la fois pour les traductions et d'autres activités. Donc merci, je te remercie vraiment d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, Gilles. Et puis je vous dis à tous à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.